De retour en direct, de retour avec deux nouveaux invités. Je suis toujours bien entouré. Cette fois-ci avec Thierry Jour et avec Yannick Lejeune, de la Maison Delcourt, tous les deux, notamment. Alors, je vais quand même les présenter. J'ai une série de mots-clés pour chacun. Yannick, actif, très actif. Spécialiste de l'Internet, consultant, directeur de collection, directeur du projet numérique chez Delcourt, fondateur du Festiblog, bien sûr, et jeune papa. C'est ça. Depuis vraiment 2 mois, c'est ça. C'est bien résumé. Donc ça fait une série de mots-clés qui demandent vraiment beaucoup d'énergie. Thierry, j'ai beaucoup moins de mots-clés parce qu'en fait, vous avez tout fait. Tu as tout fait dans la BD. Oui. Créateur de fanzine, éditeur, libraire, galeriste, scénariste, auteur, enfin tout en fait. Vieux papa aussi. Vieux papa. Donc c'est un autre mot-clé. Et directeur éditorial de la Maison Delcourt. Oui. C'est ça. Donc en gros, sur la petite biographie que j'ai pu voir, c'est tout sauf le manga et le comics. Oui, je m'occupe de toute la partie création aux éditions Delcourt. Quand je dis je m'occupe de tout, c'est-à-dire je chapeaute un petit peu l'ensemble pour que tout ça fonctionne. D'accord. Ouais. Alors ma première question, après tous ces mots-clés, Yannick, où est-ce que tu trouves ton énergie pour arriver à mener à bien tout ça? Je ne m'attendais pas du tout à celle-ci. Non, tiens, non. J'ai pris l'habitude de ne pas beaucoup dormir parce que quand j'étais jeune, j'avais besoin de faire gagner ma vie et soutenir ma famille. Donc j'avais 2 boulots. Et il s'est trouvé qu'à un moment de ma carrière, mon premier boulot me suffisait à vivre et à aider les gens autour de moi. Comme il me restait des heures que j'avais l'habitude d'occuper, j'ai choisi une voie qui est aussi un travail, parce qu'éditeur c'est quand même un vrai boulot, mais qui était une voie de passion. Ouais. Et voilà, et donc maintenant j'essaye de tout rentrer avec l'âge qui fait que j'ai de moins en moins d'énergie en fin de journée quand même. C'est compliqué, et puis des nuits forcément parfois un peu plus courtes. Moi je voulais parler un petit peu avec toi, mais d'ailleurs pareil avec Thierry, en fait, de l'ADN d'un projet. C'est-à-dire que vraiment à la base d'un projet, on s'aperçoit que dans le jeu vidéo et le cinéma, le numérique est vraiment pratiquement il arrive en même temps que l'idée en fait, au tout début. Est-ce que dans la BD on commence à le voir ça? Est-ce que dans la BD des auteurs ou des éditeurs arrivent sur un projet avec le numérique comme... Le problème du numérique, c'est de quoi on parle quand on parle de numérique. Je me souviens la première fois que j'ai vu Thierry physiquement, c'était dans un sujet de France 3 où on avait été interviewés tous les deux, séparément, et moi je disais que voilà, il se passait quelque chose sur les blogs, et Thierry est intervenu juste après en disant oui, mais enfin bon, avoir un blog, ça suffit pas à être auteur, à avoir un projet. Un blog, c'est pas une bande dessinée. Voilà, c'est ça. C'est pas un livre de bande dessinée. Et donc on se dit, à partir du moment où un blog aujourd'hui ça devient un support, le fait de dire moi je vous propose un truc en papier, ça fait pas un livre. De la même manière, quand on est contacté en disant moi j'ai un blog, j'aimerais bien l'éditer, ça fait pas un livre. Donc il faut qu'il y ait une réflexion sur une œuvre et qu'après cette œuvre soit pensée sur différents supports, que ce soit le papier et le numérique. Idéalement, nous, ce qu'on préconise, c'est que le numérique ne soit pas une déclinaison pauvre du papier inversement, mais que ça soit pensé à l'initiale. Et c'est ce qui fait qu'on a très peu de projets intéressants, parce que ça nécessite une culture des 2 univers, et puis surtout d'avoir une idée qui justifie cette utilisation complémentaire des 2 supports, et pas juste d'essayer de rentrer l'un dans l'autre à la truelle. D'accord. Ce qui est vraiment important, c'est le contenu. Ouais. C'est pas le fait que ce soit un blog. Un blog en soi n'est pas plus intéressant qu'un projet sur papier. C'est vraiment l'œuvre et l'artiste derrière qui est intéressant, qui sont intéressants. Mais il y a aussi les différentes formes de narration, comme on a pu voir dans le projet des étudiants, de l'Angenim, de l'école ici. Oui. On a pu voir vraiment que le numérique changeait également la façon de raconter une histoire. Mais assez étonnamment, on a peu de projets de cet ordre, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de s'interroger sur le médium, sur les codes de narration. Et puis, ça interroge aussi les limites de la compréhension formelle des auteurs, où on se rend compte qu'il y a des auteurs, et ils ont appris la BD en lisant des classiques, et puis ils ont vu le VEC, mais ils ne se sont jamais trop posé la question de c'est quoi une BD, comment on la lit, comment on construit une page. Je dirais que le jour où tout le monde aura lu Scott McCloud, Will Eisner et tout ça, peut-être que le numérique fera un bond, parce que les gens auront les acquis initiaux de la BD à l'ancienne et pourront se permettre de s'en abstraire pour inventer la suite. Oui, et puis le numérique, c'est bien, mais le papier, une bande dessinée classique, c'est un papier, un crayon, pour faire court, un outil. Numérique, il faut quand même avoir déjà une certaine connaissance du logiciel aussi, de tout ce qui est technique derrière. Moi, par exemple, je serais incapable, j'ai fait des études de bande dessinée, je peux encore tenir plus ou moins un crayon, mais je serais incapable de faire une bande dessinée numérique. Ouais. Il faut une compétence supplémentaire, ou des compétences supplémentaires. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. Il y a le frein de la technologie qui arrive dans le jeu.
le jeu? Pour l'instant, il y a très peu de projets typiquement numériques. Ouais. C'est très rare. Je veux dire, je crois que c'est même pas 1% de tout ce qui se fait en projet de bande dessinée. Donc voilà, on en est au balbutiement, on est encore nulle part. On peut dire ça pour l'instant. On découvre. Ça rejoint justement une question d'Alex sur le chat. Posez vos questions, continuez. Alex, en termes de projet numérique ou BD hybride, il met bien des guillemets à hybride, qu'est-ce que vous cherchez à développer actuellement chez Delcourt? La question se pose vraiment pour les deux. Donc Thierry peut-être. Moi, j'ai plus envie que Yannick, parce que Yannick est plus en charge, d'ailleurs, est surtout un meilleur connaisseur de ce que c'est la bande dessinée, enfin, le numérique en général. Pour répondre, je vais juste brièvement expliquer comment s'est fait notre rencontre. Moi, je suis intervenu au Festival d'Angoulême dans une rencontre professionnelle où j'ai expliqué le numérique et le champ des possibles. Donc, c'était une sorte de rencontre de science-fiction où je disais, voilà tout ce qu'on pourrait faire. Et à l'issue de cette rencontre, c'était au balbutiement de l'iPhone et tout ça, de nombreux éditeurs sont venus me rencontrer en me disant « Oh là là, nous, numérique, on ne sait pas trop, on a envie de parler avec vous. » Et j'ai rencontré François Capuron, qui est le directeur marketing de Delcourt, puis Thierry, puis Delcourt. Et on a eu des rencontres très régulières pendant plusieurs mois. Et en fait, ils m'ont dit un truc, c'est « Nous, le numérique, on ne sait même pas si on veut y aller, parce que pour l'instant, on n'en sait pas assez pour savoir ce que c'est par rapport à ce qu'on fait. » Et effectivement, chez Delcourt, jusqu'ici, on faisait de la bande dessinée papier, on la faisait bien. Les autres me disaient, nous, on n'y comprend rien, donc faites ce que vous voulez. Et il n'y a rien de pire pour un débutant dans l'édition que d'entendre quelqu'un qui dit, fais ce que tu veux, parce que c'est la porte ouverte à l'apprenti sorcier. Donc aujourd'hui, ce qu'on recherche, nous, sont des gens qui arrivent avec une vraie œuvre, penser, travailler, et justement, Louis-Antoine disait tout à l'heure, un auteur, il faut qu'il ait de la persévérance. Le fait d'avoir une idée ne suffit pas, il faut qu'on ait l'impression que l'auteur va pouvoir aller jusqu'au bout, même si c'est long, et qui a pensé la chose en se disant, voilà ce que je veux faire sur du papier, parce que ça a du sens, voilà ce que je veux faire sur du numérique, parce que ça a du sens, peut-être que les deux se complètent, peut-être que les deux sont des déclinaisons l'une de l'autre, mais en tout cas, il faut que la réflexion initiale ait pris en compte les deux dimensions. Sinon, on se retrouve avec des mauvaises adaptations, chose qui ne nous intéresse pas et qu'on a très peu fait jusqu'ici. J'ai une question qui s'éloigne peut-être un petit peu du numérique, mais moi, c'est une question, c'est juste par simple curiosité. Ouais. Comment on définit une stratégie éditoriale, une ligne éditoriale chez un éditeur? C'est une question qu'on s'est souvent posée à Guy Delcourt, qui est quand même le patron de la boîte. Je ne sais pas s'il y a une stratégie, une ligne éditoriale. Chez Guy, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a le catalogue le plus généraliste, je crois, en tout cas, je pense, de la bande dessinée, depuis très longtemps. Ce qui, au départ, était peut-être une faiblesse pour nous, pour que les gens nous situent dans une sphère, je dirais, de la bande dessinée. Ouais, pour vous ranger dans le bon tiroir. Pour nous ranger dans un tiroir, parce que les gens aiment bien nous ranger, enfin, ranger les choses, je pense que c'est humain de vouloir ranger les choses dans un tiroir. Ce qui était peut-être une forme de faiblesse au départ de notre histoire, est devenu une force aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul public, mais des publics de bande dessinée. Ça veut dire déjà la genre féminine qui est devenue plus importante au niveau de... Il y a plus de lectrices aujourd'hui que jamais. Je pense qu'elles ne lisent pas spécialement toujours la même chose que le lecteur homme. Ça, c'est juste déjà une première catégorie, je dirais, de nouvelles arrivantes qu'on accueille avec grand intérêt d'ailleurs. Ça nous ouvre aussi des portes. Au niveau état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut raconter de nouveau par rapport à ce lectorat-là. Donc, la stratégie éditoriale, c'est de faire des bons livres. Et je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est prendre un projet à la base, le transformer, l'accompagner plutôt avec son ou ses auteurs, et en faire le meilleur livre possible. Et s'il est le meilleur possible par rapport à son sujet, son genre, etc., il a une petite chance d'arriver à ses fins, c'est-à-dire d'avoir un public. Mais il n'y a pas d'autre stratégie commerciale que celle-là, parce qu'on peut mettre tous les plans marketing au monde sur la table pour essayer de créer un succès, j'y crois assez peu. Mais dès le début, on pense pour autant à la cible finale. Oui, on pense à une cible, c'est-à-dire on essaie au moins qu'un bouquin jeunesse ne coûte pas 30 €. Ouais. Simplement ce critère-là. On essaie évidemment aussi que les bouquins soient accessibles. On essaie de se dire, tiens, mais si ce bouquin-là est en noir et blanc, il y a déjà tout un public qui ne va pas aller dessus. Donc est-ce qu'on lui met de la couleur ou pas? Je veux dire, voilà, est-ce que ça en couleur, ça ne va pas être bizarre? Est-ce qu'il ne va pas le faire en noir et blanc? Ça, c'est la pagination, donc le prix, enfin, tout est important, mais ce n'est pas une stratégie globale d'édition, c'est plutôt par rapport à chaque projet. Je crois aujourd'hui, il faut le penser
comme un projet autonome qui peut rentrer dans une collection, mais ce n'est pas une collection qu'on vend, c'est le projet. Les gens n'achètent pas... Enfin, très peu de gens achètent des collections. Ils achètent des livres, ils achètent éventuellement des auteurs aussi, ça, tant mieux. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grosse stratégie très pensée très derrière, etc. Parce que je pense que ça n'existe pas. On peut essayer de développer des petites choses de temps en temps par à coup, mais pas de trucs de manière générale en tout cas. Si je peux ajouter un point de vue de nouvel arrivant dans la maison, il y a un autre point, c'est qu'en bas de chaque album, il y a un petit triangle avec marqué Delcourt. Et Guy Delcourt, on le voit, tous les éditeurs, on le voit très régulièrement, et il connaît tous les projets et il a signé tous les projets. C'est pas un nom et puis avec en dessous. Donc ça veut dire que quelque part, s'il n'y a pas de stratégie éditoriale, il y a quand même une ligne qui est aussi créée par Thierry depuis le temps qu'il est dans la maison, cohérente autour d'univers qui leur parle. Et ça donne l'avantage que quand on signe un projet, on sait qu'on a tout le monde derrière, mais il faut que ça fasse partie d'un univers. Il y a des choses qui ne parlent pas probablement à la maison Delcourt, et on sait que c'est pas pour nous, mais pour autant, je pense qu'on couvre suffisamment large, quoi. Oui, c'est ça, et puis c'est très instinctif. Et je veux dire, pourquoi on aime telle ou telle chose, on peut théoriser là-dessus, mais c'est quand même très instinctif. Ça peut être parce que le dessin ne nous plaît pas, parce que le scénario n'est pas au point, ou parce que le scénario est au point et que ça nous plaît, mais les couleurs ne sont pas terribles. Enfin, c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. Il faut que ça forme un tout, mais il y a un tout. Voilà. Et après aussi, je pense que Guy Delcourt, par exemple, il y a des projets sur lesquels, à la base, il est moins chaud, je dirais, pour le publier avec son nom dessus, mais il s'est créé une équipe autour de lui en laquelle il a confiance. Et s'il travaille avec ces gens-là depuis toutes ces années, puis s'il engage encore des jeunes talents comme Yannick ici, c'est aussi pour... je crois que c'est pour lui encore apprendre aussi. Parce qu'il n'a pas le pouvoir absolu de penser que ce que lui fait, c'est le mieux. Donc il y a des projets où on discute vraiment ensemble, et même si, à la limite, je dirais, il n'aime pas, mais il n'y a pas de projet qu'il n'aime pas, ça n'existe pas, il ne le publie pas dans ce cas-là. Mais s'il y a un projet auquel il adhère moins, il sera complètement capable d'écouter l'avis d'un autre. Et ça, c'est vraiment formidable. D'accord. Dernière question, parce que le temps filoche. On a déjà 3 minutes de retard sur le conducteur savamment étudié grâce à Sylvain. Une question pour les deux, c'est une question de Gilles qui rebondit sur l'actualité, hein, on ne pouvait pas passer à côté. Alors lui, je lis sa question. Oui. Le rachat de Soleil par Delcourt va avoir quelle influence sur votre travail? Je donne ma perception, vas-y. J'espère que c'est vrai. Aucun. À part que moi je m'entendais bien avec certains jeunes directeurs de collection de chez Soleil qui ont démarré un petit peu en même temps de moi et qui ont échangé, et qu'à un moment on aurait pu dire oh ils se parlent alors qu'ils sont concurrents, et puis finalement maintenant on est une sorte de collègues. Mais cela dit, moi le message que j'ai eu et la manière dont ça se passe depuis le rachat, ça change pas mon quotidien. J'imagine, alors c'est vrai que Guy Delcourt est assez facile d'accès pour ses éditeurs, j'imagine qu'à un moment il va être physiquement pas là et que ça sera un petit peu plus compliqué en termes d'emploi du temps, mais en tout cas pour ce que ça change dans mon travail aujourd'hui, c'est rien. Toi, Thierry, parce qu'il y a aussi d'autres univers en face. Oui. Moi, fondamentalement, ça ne change rien. Ça veut dire surtout que les éditions Soleil, la maison Soleil et la maison Delcourt resteront deux entités bien séparées qui auront une politique éditoriale bien à eux. Ça, c'est quand même fondamentalement de le dire. Et puis surtout que nous, on est à Paris, eux sont à Toulon. Et ça aussi, ça va rester comme ça. C'est une volonté. Je veux dire, Guy a acheté les éditions Soleil pas pour la dépecer, mais justement pour en faire quelque chose d'aussi bien, voire mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, moi, dans mon travail au quotidien, c'est vrai que depuis que cette signature a été annoncée, moi, je me sens un peu plus... je suis déjà très autonome dans mon boulot, dans le sens où je travaille au quotidien. Je fais pas non parce que je veux, mais en tout cas, j'ai beaucoup de liberté, ce qui est très agréable, et en même temps, une liberté où je sais toujours que Guy est derrière moi pour m'aider en cas de doute. Et ici, c'est vrai que Guy nous a dit, là, les prochains mois, il faut s'attendre quand même à me voir un petit peu moins. Donc je me sens un peu plus encore responsable, c'est-à-dire encore être moins sûr de moi. Mais être moins sûr, ça veut dire réfléchir 2 fois plus plutôt qu'une seule fois. Et aussi, ce qui a été formidable de la part de Guy, il nous a tous dit, à toute l'équipe, si j'ai racheté Soleil, c'est parce que je savais aussi que je pouvais compter sur vous. Donc, voilà, nous on a la confiance de Guy,
Et on a envie aujourd'hui de lui rendre ce travail en travaillant dans les mois qui viennent encore de manière plus assidue pour pas faire de bêtises, quoi, en gros. Bon, Gilles, j'espère que tu as des éléments de réponse. Avant d'envoyer le dernier sujet, en moins de 30 secondes, je vais vous demander un synonyme pour le mot auteur et la qualité requise pour être un auteur. Je vous ai lancé les 2 questions. Maintenant, il me faut des réponses. Thierry, la qualité requise. La qualité vraiment, si il ne devait y en avoir qu'une. Pour être un auteur sur le long terme, je dirais le dialogue avec son éditeur, parce que c'est son premier lecteur, l'éditeur. Donc moi j'aime bien cet état d'esprit, donc c'est de dialoguer avec mon auteur, enfin quand je dis l'auteur avec qui je travaille, en tout cas sur un moment X, et de pouvoir échanger avec lui pour faire le meilleur livre. D'accord. Moi je dirais la passion, parce que sous ça, je me dis que quand on est passionné par quelque chose, on est forcément persévérant parce qu'on veut la vivre à fond. On est forcément créatif parce que c'est la passion de la création. Et on est forcément intelligent au sens de la compréhension du domaine parce que si on est passionné, essaye d'en comprendre les limites. Ouais. C'est compliqué. Ouais. C'est très vache comme question parce qu'il n'y a pas un mot. Ah oui, bien sûr qu'elle est vache. Pas un mot, ça ne veut rien dire. Mais si je posais pas de question vacharde, je ne vois pas vraiment. Et un synonyme ? Donc pour auteur, toujours. Ouais, un synonyme pour le mot auteur, qui est donc le thème de cette 5e université de la BD. Et là, je remplis parce que je les vois bien réfléchir. Donc plaisir. Plaisir. Très bien. Plaisir. Passion, c'est déjà fait. Ouais, non, mais je voudrais... Moi, je l'ai dit, à toi. C'est ça. Dire collaborateur. Plaisir, collaborateur. Parfait. Alors, en parlant de plaisir, déjà je vous remercie messieurs pour le plaisir que vous nous avez fait de jouer ce petit jeu, le petit jeu du question-réponse avec les internautes. Et plaisir, c'est très délicat de lancer un sujet comme ça. Ce sont quelques minutes précieuses. Attachez-vous bien à votre fauteuil, au dossier de votre fauteuil, parce que quand on le rencontre, quand on le voit, on peut difficilement ne pas tomber à la renverse. Donc asseyez-vous bien. Savourez tranquillement les quelques minutes que vous allez voir. Cette émission de Web TV, ici dans la salle Écureuil, va prendre un virage un petit peu délicat. Le virage que j'appellerais le virage W, le virage Vendry. C'est une tornade. Il y a un homme, il y a des exclus, il y a des scoops. Parce qu'à chaque fois qu'on le voit, il y a toujours un tas de scoops. Et il y a même un squelette. À tout de suite.